Cet échange que j'avais eu avec un de mes oncles, parce qu'il était en train de me voir dessiner et il m'avait dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je lui ai répondu « Je veux être heureux ». Et c'est pour ça que mon oncle m'a dit « Mais c'est pas un métier ça, d'être heureux ». Je dis « Oui, mais qu'est-ce que ça peut me faire d'avoir un métier ? Je vois les gens qui sont autour de moi, ils ont un métier, mais ils sont pas pour autant, c'est pas pour autant qu'ils sont heureux. » J'en ai fait le titre de mon tout dernier livre qui disait « Vous ne pouvez désirer une chose et cultiver son contraire. » On ne peut pas aspirer d'un côté au bonheur et cultiver tout ce qui va finalement à l'encontre du bonheur. Mais qu'est-ce qui crée finalement ce bonheur ? La meilleure façon, et il n'y en a pas d'autre, la meilleure façon de contribuer au bonheur des autres, c'est de réaliser son propre bonheur. Parce que je ne cesserai jamais de le répéter, et c'est vrai, qui est mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Et j'en ai fréquenté toute ma vie. Pour moi, ça a été un repère extraordinaire. C'était de voir tous ces sages que j'ai eu le bonheur de rencontrer et de me dire finalement, ils ont l'air tellement en paix, tellement heureux. Et c'est ce lien privilégié, c'est ce qui a permis de vivre tout ce que j'ai vécu avec Shimon Rinpoché et d'être ce que je suis aujourd'hui. Et ça vous tire justement vers autre chose. Et c'est pour ça qu'on crée ces retraites, c'est pour donner un contraste, pour vous montrer que vous pouvez vraiment vivre autre chose et autrement, et que vous n'êtes pas obligé de subir tout ce que vous subissez. Vous apprenez à vous respecter, à vous aimer, à prendre soin de vous, et en prenant soin de vous, vous apprenez à prendre soin des autres. Et donc tout le monde, justement, a le pouvoir de créer le bonheur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Eh bien, merci d'être aussi nombreux. Je pensais que nous allions subir la concurrence du soleil, parce que je crois que la France est dans la chaleur, mais je crois qu'il y a quelques départements qui sont sous l'orage. En tout cas, merci d'être présent, merci de votre attention, et visiblement le sujet vous intéresse. Alors, je vous présente Nathalie qui va m'accompagner tout au long de cette webconférence, parce que comme je ne peux pas lire le chat pendant que je donne la conférence, elle va me transmettre vos questions. Alors par contre, justement, petite parenthèse avant de continuer, ne posez pas tout de suite les questions, on va d'abord faire la conférence, ensuite vous pourrez intervenir et poser vos questions, j'y répondrai très, très volontiers. Nathalie est coach, elle intervient, elle fait partie de Ressources et Actualisation, de Planète Altruiste aussi, puisque nous sommes aussi une association humanitaire, on aura l'occasion de vous en parler. Et donc je la laisse vous dire un petit bonjour et de se présenter. Oui, bonjour. Donc je suis ravie d'être ici avec vous et avec Bruno pour cette conférence. Je vais faire très court, mais donc Bruno m'a présenté. Je fais partie de l'équipe Ressources Actualisation avec Loïc et Fabienne. Et puis je vous souhaite une belle conférence avec Bruno. Voilà. Alors, de temps en temps, il y a des personnes qui nous font la remarque, mais pourquoi Nathalie n'intervient pas ? Parce que, comme vous l'avez vu, c'est tout simplement les webconférences de Bruno. Lorsque Nathalie fait ses interventions de son côté, moi je me mets en retrait. Donc il y a tout à fait un respect entre nous, et on respecte les interventions de chacun. Donc voilà, parce que pour éviter qu'il y ait une petite remarque, parce que ça arrive régulièrement dans ces webconférences. J'adore être ici. Même voilà. Si je dis rien, j'adore être. Voilà. En tout cas, c'est toujours un vrai plaisir. Nous faisons ça dans ces webconférences aussi, comme je vous ai dit,
nous sommes aussi une association humanitaire. Les activités de ressources-actualisation, justement, servent à soutenir nos actions. Si vous avez l'occasion d'aller sur le site, d'ailleurs, et d'ailleurs à ce titre, j'en profite, nous allons diffuser bientôt un reportage dans le cadre des Journées mondiales de l'altruisme que nous organisons régulièrement, pratiquement tous les ans, sauf là, nous avons mis un peu d'espace depuis la dernière. La prochaine aura lieu en 2022, en avril, le 9-10 avril. D'ailleurs, si vous voulez découvrir, vous tapez simplement dans les moteurs de recherche, on est tout en haut, vous tapez Journée mondiale de l'altruisme et vous découvrirez la première. Et dans ce cadre, on fait un reportage sur chacun des intervenants. Donc il y a déjà 3 reportages, ou 4 même. Non, on sort le 4e. On sort le 4e. Et on sort le 4e justement dimanche soir à 18h. Vous aurez l'occasion de rencontrer Yolène Delabine, qui est l'ambassadrice des animaux. C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Donc si vous avez l'occasion de venir, je pense que Loïc va vous mettre ça dans le chat. Voilà, c'était pas du tout prévu. Ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion rêvée. Ça vous permettra de découvrir nos activités. Alors, aujourd'hui, c'est le sujet... c'est comment créer un bonheur, parce qu'en fait nous avons la capacité de créer le bonheur et de se libérer de la souffrance de manière durable. La première chose, quand on aborde ce genre de sujet, il faut bien faire la distinction entre ce que l'on peut appeler le plaisir et le bonheur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On peut avoir beaucoup de plaisir d'être avec quelqu'un, on peut avoir du plaisir à savourer un repas, on peut avoir de multiples plaisirs dans l'existence. Mais ces plaisirs, comme vous le savez, sont éphémères, ne durent pas. Même une relation très heureuse dans laquelle on s'est épanoui, on sait très bien qu'à un moment ou à l'autre, l'autre va partir, même si on fait carrière dans sa relation, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Donc c'est important de bien faire la distinction. Il y a les plaisirs d'essence, etc. Parce qu'on voit aussi, il y a, par rapport au bonheur, on va dire, chacun a une certaine idée du bonheur. Un certain concept va se faire une représentation du bonheur. Et ça, c'est un aspect des choses. Et il y a quelque chose, on va dire, de beaucoup plus fondamental dans le bonheur, qui est rattaché à l'accomplissement, la réalisation de notre vraie nature, et qui va apporter quelque chose qui va nous permettre justement de traverser les difficultés, les épreuves de la vie, tout ce que l'on peut expérimenter et vivre, et qui va nous donner, qui va exister, on va dire d'une certaine manière, en toile de fond par rapport à la vie que l'on mène. Par rapport à la souffrance, c'est pareil, on va voir l'approche, la perception que nous avons tous du bonheur et de la souffrance. La première chose, si nous voulons connaître un bonheur durable et se libérer de la souffrance, d'abord il faut y aspirer. Vous allez me dire, bien sûr, on souhaite tous connaître le bonheur et on souhaite tous se libérer de la souffrance. Personne n'aime souffrir. Même les insectes, les animaux, personne n'aime souffrir. De ce côté-là, nous avons tous ce point commun. Nous n'aimons pas souffrir. Nous voulons nous débarrasser de la souffrance. Et en Occident, nous avons un rapport particulier. C'est d'ailleurs ce qui avait fait dire à Dalai Lama quand il est venu en Occident. Il disait qu'en Occident, on avait très peur de la souffrance. Et ce qui faisait qu'on avait tendance à beaucoup se protéger de la souffrance, à essayer de mettre des sécurités partout. C'est pour ça que même notre médecine, un peu, quelque part, elle nous ressemble aussi. C'est-à-dire qu'on veut absolument éliminer tout ce qui va manifester du désagrément, de la souffrance, et on va utiliser comme ça toutes sortes de moyens pour échapper à la souffrance. Sauf que on n'a pas conscience que finalement toutes ces souffrances résultent d'un grand nombre de causes et de conditions, et ça on va y venir, de la même manière que le bonheur. Donc la première chose, c'est vraiment, comme je viens de le dire, c'est vraiment d'aspirer, d'avoir cette aspiration sincère. Et il y a une différence entre une personne qui désire juste se libérer, ne plus souffrir, mais il n'y a pas une réelle implication. Dans l'aspiration sincère, authentique, profonde, il y a un réel désir de comprendre justement comment je peux arriver à créer ce bonheur auquel j'aspire et comment je peux faire pour me libérer justement de la souffrance. Et c'est ce qui va nous amener, et cette aspiration est très, très importante, elle est même fondamentale. Par exemple, moi qui fréquentais pendant très longtemps les bouddhistes, ils insistent beaucoup sur la motivation. La motivation, ça a la même racine que le mot moteur.
c'est ce qui donne de la puissance à nos actions. Et c'est pour ça qu'il faut cultiver en même temps sans cesse cette motivation. Et cette motivation va faire que, eh bien, on va se rendre compte que si nous désirons une chose, comme si vous avez vu la petite introduction, si nous désirons réaliser quelque chose, c'est très important que notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de nous exprimer aussi, soit en adéquation avec notre aspiration. Parce qu'on ne peut pas désirer d'un côté, je ne sais pas, imaginons, on va prendre le jardinage, où vous voulez des fruits sains, des légumes sains, vous avez envie de savourer, puis des légumes savoureux. Mais en même temps, si vous cultivez un peu comme les légumes qu'on achète dans les supermarchés, vous mettez des herbicides, des pesticides, etc. Et tous les légumes vont vont être chargés de ce genre de choses, et puis vous n'allez pas apporter ce dont ils auront besoin, eh bien vous allez avoir des légumes finalement, d'une part ils seront fades, et en plus ils sont chargés de produits chimiques qui seront toxiques et qui seront pas très bons pour la santé. Par contre, si vous voulez des légumes sains, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez réunir un certain nombre de causes et de conditions, créer un environnement qui soit sain. Vous n'allez pas utiliser justement, vous n'allez pas recourir à des pesticides ou des herbicides, en tout cas à des produits chimiques. Vous allez essayer d'apporter, en d'autres termes, vous allez cultiver bio. Mais bio, c'est quoi? C'est de retrouver la cohérence avec la nature. C'est de créer un environnement qui va être très bon. Et là, à ce moment-là, vos légumes et vos fruits vont se charger d'une terre riche, saine, qui va apporter les nutriments, les minéraux, les vitamines dont elle a besoin, enfin qu'elle va transformer en vitamines. Eh bien, le bonheur, la souffrance, c'est la même chose. Le bonheur résulte d'un grand nombre de causes et de conditions, et on va y venir, et la souffrance aussi. Alors maintenant, je vais y venir justement sur le volet de la souffrance, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le problème c'est que nous avons un rapport à la souffrance qui est un peu particulier. C'est qu'on veut absolument échapper à la souffrance, et on va être prêt à faire n'importe quoi. On va être prêt à faire n'importe quoi, le problème c'est que ça ne va pas nous libérer de la souffrance. Si on veut vraiment se libérer de la souffrance, il faut d'abord, la première chose, c'est ce que disait un grand maître thaïlandais, ça demande d'abord une honnêteté scrupuleuse vis-à-vis de soi-même. C'est que tant qu'on se ment à soi-même et qu'on se raconte des histoires, eh ben on ne peut pas se libérer de la souffrance. Et la première étape, c'est d'abord de s'approprier, de se réapproprier, comme disent les psychanalystes, de se réapproprier sa souffrance. Et c'est-à-dire d'arrêter d'accuser les autres, d'accuser les circonstances extérieures, de les rendre responsables de notre souffrance. Alors vous allez me dire, mais si, ils sont responsables de ma souffrance. Cette personne, elle m'a causé de la peine. Cette personne, elle a été désagréable avec moi et j'en ai ressenti de la souffrance, etc. Mais vous allez voir justement à quel point vous êtes très dépendant des circonstances extérieures. Mais quand on commence à regarder les choses de plus près, en les examinant de plus près, c'est que si on est très honnête, vous mettez 10 personnes dans les mêmes circonstances, vous n'allez pas avoir la même réaction d'une personne à l'autre. Vous allez avoir 10 réactions différentes. Mais qu'est-ce qui détermine cette réaction? Pourquoi tant de réactions différentes? Ça se trouve, il y a une personne qui va se mettre à pleurer, si une personne lance un mot malheureux, par exemple, on est face à une personne un tant soit peu agressive ou pas très agréable dans son comportement, et bien vous mettez 10 personnes face à cette même personne. Il y a des personnes qui vont se mettre à réagir très violemment, il y en a peut-être qui vont se replier sur elles-mêmes, il y en a peut-être qu'au contraire qui vont aller vers la personne en essayant de discuter avec, etc. Et vous allez avoir vraiment 10 réactions. Il y a 10 mondes différents finalement. Mais cette réaction, elle vient d'où? Eh bien, elle vient finalement de notre histoire. Cette histoire qui a créé une certaine perception, une certaine représentation de la réalité. Et chaque fois qu'on se trouve face à des circonstances, ces circonstances réveillent cette réaction. C'est pour ça que les bouddhistes disent que les événements sont au retour vers soi du passé. Et donc chaque fois, on revit d'une certaine manière notre passé. Alors on peut se raconter des histoires, on peut se mentir à soi-même, et c'est ce que font la plupart des gens, se mentent à eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas voir, parce que c'est plus facile d'attribuer les causes de la souffrance à l'autre. Mais encore une fois, comment ça se fait que s'il y a des personnes qui ont une réaction très différente, et il y a des personnes même qui vont être capables de garder leur tranquillité d'esprit, qui ne se laisseront pas affecter par l'attitude de l'autre, qui au contraire vont avoir un comportement plus approprié, eh bien, comment ça se fait qu'il y ait une telle différence? Et c'est là où on va commencer à être honnête envers soi-même.
on va reconnaître que finalement, cette souffrance, elle vient au fond de mon propre esprit. Même dans les cas les plus extrêmes, les cas les plus difficiles, vous allez avoir des personnes qui vont être capables de s'en sortir, de rebondir, de transformer cette souffrance justement en source de bonheur, alors que d'autres vont complètement se laisser écraser. Vous prenez l'exemple d'un deuil ou même d'agression, de violentes agressions, eh bien, c'est pareil, vous allez avoir 10 personnes qui vivront la même chose et il n'y a pas une personne qui va ressentir les choses de la même façon et qui ne regardera pas l'événement de la même façon. Et c'est ce qui fait vraiment toute la différence, et c'est ce qui faisait dire d'ailleurs à Dalai Lama, il n'y a pas de mauvaise carte du ciel, il y a toujours une mauvaise lecture de la carte du ciel. Donc ça résume ce que disait Aldous Huxley, l'expérience finalement c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive, et c'est ce qui va déterminer la perception que nous avons du monde dans lequel nous vivons. Alors bien sûr on peut constater ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, il y a des choses absolument désastreuses qui se produisent, notamment aujourd'hui on est en train de vivre une catastrophe écologique majeure. Et tout ça justement, c'est un peu à cause justement de notre esprit, parce que nous sommes relativement égocentrés, c'est-à-dire que on se préoccupe plus de satisfaire nos désirs que des conséquences, des implications que ça peut avoir. Et c'est là le piège justement. C'est de chercher toujours cette satisfaction égocentrée, et c'est pour ça que les sages disent, essayer de trouver le bonheur en satisfaisant ses désirs, c'est comme essayer d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée. On n'y arrive jamais. C'est-à-dire que c'est toujours sans fin. Il nous faut toujours la plus belle voiture, il nous faut plus d'argent, il nous faut plus de choses, qui fait que on n'est jamais satisfait, et un désir en appelle un autre, et ainsi de suite. Et pour ceux qui ont déjà une certaine expérience de vie, ils se rendent compte que quand on a satisfait un grand nombre de désirs, finalement on n'est toujours pas en paix, on n'est toujours pas apaisé, et on n'est toujours pas heureux, parce qu'il y a toujours cet appel qui crée une insatisfaction permanente, une frustration permanente. Et on vit avec l'idée que c'est en possédant, en ayant plein de choses, etc. Mais si c'était le cas, tous les gens riches seraient heureux. Et aujourd'hui, les études montrent que c'est probablement la communauté qui est la moins heureuse dans le monde. Alors, quand on arrive à cette honnêteté de se dire, finalement, effectivement, c'est bien mon esprit qui crée cette souffrance. Ça s'élève à la conscience, à la faveur de certaines conditions particulières. Quand je me retrouve, vous prenez, il y a des personnes avec qui vous allez vous sentir très à l'aise, avec qui vous pourrez discuter, et il y a des personnes qui vont peut-être réveiller des tensions en vous. Par exemple, si vous êtes mal à l'aise avec l'autorité, peut-être que vous allez soit devenir très agressif, ou au contraire, vous allez vous replier sur vous-même, etc. Et finalement, vous allez voir que vous n'êtes pas libre. Que la personne en face, elle est ce qu'elle est, même s'il est désirable, même s'il est antipathique, mais vous n'êtes pas obligé d'être affecté par son comportement ou son attitude. Il y a des personnes que ça ne va pas affecter du tout. La personne, elle est autoritaire, et au fond, c'est son problème, c'est pas le sien, et elle peut rester tout à fait sympathique à son égard, et rester tout à fait à l'aise. Mais dans certaines circonstances, vous allez voir que certaines personnes, effectivement, ne vous mettent pas forcément à l'aise, ou des circonstances particulières vont faire que eh bien, vous allez vous sentir en difficulté, et que ça va réveiller de la souffrance, en tout cas que vous ne serez pas en paix. Donc ça, c'est la première étape et probablement la plus importante, et ça rejoint les 4 nobles vérités de Bouddha qui disaient, la première noble vérité, c'est la vérité de la souffrance. De reconnaître qu'effectivement, l'esprit, il est le créateur du bonheur, mais il est aussi le créateur de la souffrance. Et quand on arrive à cette honnêteté envers soi-même, de se dire, bon ben voilà, à partir de là, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment est-ce que je vais faire pour me libérer justement de cette souffrance, de ces réactions, de ces émotions perturbatrices finalement qui font que je ne suis jamais en paix? Si je sens que mon conjoint regarde peut-être d'une manière un peu particulière une jeune femme, ou je sais pas, et moi d'un seul coup je vais ressentir de la jalousie, il n'est pas question de juger en bien ou en mal, c'est juste que là je suis en train de ressentir un malaise. Alors il se trouve qu'il n'y a peut-être rien du tout, mais je ressens un malaise, je ne me sens pas bien, ou je vais devoir aller à un entretien d'embauche, c'est vraiment très important pour moi, et puis là je suis plein d'angoisse, j'ai peur de louper l'examen ou l'entretien d'embauche, etc., et je n'arrive pas à être serein. Donc finalement on voit que tout ça est souffrance. Je tombe malade,
tout cela eh bien, va réveiller des craintes, va réveiller de la peur. Et puis là, je crois à l'heure actuelle, compte tenu de la situation sanitaire que l'on connaît aujourd'hui dans la plupart des pays, on voit bien à quel point la peur domine le comportement de la grande majorité des gens et qui ont même parfois des comportements particulièrement irrationnels. Et je dirais même qu'aujourd'hui, ce n'est pas une accusation du tout, mais nos gouvernements font des orientations, des choix. Parfois, on peut s'interroger sur comment dire, la justesse de leurs choix, du caractère approprié de ce qu'ils font. Mais je sais que gouverner un pays, c'est probablement pas simple du tout, parce que il faut aussi jouer avec le comportement des gens, etc. Mais on ne va pas en faire de la politique ici. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point nous sommes vraiment esclaves de nos propres tendances. Et une fois qu'on a compris que le bonheur et la souffrance ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais que les circonstances extérieures réveillent des éléments que l'on porte en nous, à partir de là, il y a une étape très importante qui est franchie. Mais tant qu'on se ment à soi-même, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que tant qu'on est encore en train de pointer du doigt les autres, les circonstances extérieures, le beau temps, le mauvais temps, nos hormones, etc., on accuse tout, mais on n'arrive pas à se poser, de se dire qu'est-ce qui crée réellement et authentiquement cette souffrance? D'où vient cette souffrance et comment, par quels moyens, je peux me libérer de cette souffrance? Ça, c'est vraiment la première étape et probablement la plus importante. Et j'imagine que si vous êtes là à écouter cette conférence, c'est déjà que vous avez franchi une étape qui vous amène à vous dire il y a probablement quelque chose à faire. Le problème, c'est que si vous faites partie des gens qui cherchent des trucs, parce qu'aujourd'hui, on est dans la grande commercialisation de la spiritualité, de la psychologie, on aime bien les trucs. Dès qu'on parle d'un produit miracle qui peut nous enlever nos angoisses, qui peut nous enlever comme ça en un clin d'œil nos migraines, etc., moi, je trouve ça un petit peu suspect, parce que quand on a compris que tout ce que l'on vit, tout ce que l'on expérimente, est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions, je doute que c'est par un claquement de doigts qu'on va s'en libérer. Mais ça, c'est encore autre chose. On peut aller, il y a des moyens d'accélérer, bien sûr, cette transformation, ce changement, mais quand on vous fait miroiter des promesses, des miracles, où on vous dit qu'en quelques semaines, votre vie va être transformée, j'ai quand même, comme disait Dalai Lama, si quelqu'un me dit qu'il a transformé sa vie en 3 semaines, je trouverais ça un petit peu suspect. Mais si ça fait déjà 2 ans qu'il pratique et que sa vie est déjà bien changée, alors je trouverais ça un peu plus sérieux quand même. Donc, et ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'entre-temps, vous ne pouvez pas faire des progrès. Bien sûr, vous allez faire des progrès, mais ça demande après de stabiliser, d'enraciner. Je pense que quiconque parmi vous a entrepris n'importe quelle discipline, comme apprendre à parler anglais, faire du tennis, du piano, etc., que ça demande de l'entraînement, ça demande de la pratique, ça demande de l'expérience, et qui fait que, comme ça, on acquiert une certaine habileté et on acquiert une certaine stabilité dans notre manière de faire. Donc, si vous cherchez une méthode miracle, eh bien, je vous invite à quitter cette conférence parce que je n'ai rien pour vous. Je n'ai pas ce genre de choses en magasin. J'essaie quand même de faire des choses un peu plus sérieuses. Donc, voilà. Ensuite, le bonheur. Le bonheur, si vous avez compris que le bonheur, il est créé par notre esprit aussi, et là, on va voir, il y a énormément à faire. Parce que là, j'ai envie de dire, je ne parle pas de miracle, mais plutôt de magie, parce que nous avons des ressources absolument extraordinaires. Et quand on commence à les révéler et les découvrir, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Comme disait Dalai Lama quand il parlait notamment de l'amour et de la compassion, il disait « ça a mis de la magie dans ma vie ». Et je peux dire exactement la même chose. Et je dirais pour résumer, mais je vais approfondir, pour résumer, le bonheur est proportionnel à votre capacité à étendre, votre capacité à aimer et à avoir de la compassion. À commencer par vous-même. Et on va voir à quel point c'est très important. Je vais vous donner un exemple très simple. Qu'est-ce que vous avez ressenti le jour où, et ça s'est peut-être produit il n'y a pas très longtemps, votre esprit était plein de colère? Quelqu'un a réveillé la colère en vous, il a fait quelque chose qui n'était pas très heureux, qui a fait que vous vous êtes retrouvé plein de colère. Est-ce que vous pouvez dire qu'à ce moment-là, vous étiez heureux? J'en doute.
Vous savez très bien, à ce moment-là, vous êtes tendu, vous êtes comme un bloc, prêt à foncer sur l'autre, chez certaines personnes, ont même parfois du mal à faire retomber justement cette colère. Mais par contre, prenez un autre exemple, et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, de penser à quelqu'un que vous aimez bien. Par exemple, si vous êtes parent, vous avez pensé à votre enfant, à des moments merveilleux que vous avez passés avec. Ce moment où votre enfant vous a ému, vous a touché, ou si vous n'avez pas d'enfant, pensez justement à un petit enfant. Et pendant un moment, vous avez laissé émaner un sentiment heureux d'amour, de compassion pour lui ou pour elle. Et qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux. Et c'est là qu'est le secret. Mais la question, c'est comment faire pour arriver à stabiliser ça, à faire en sorte que ça devienne justement ma vie. Comment arriver à aimer sans se laisser blesser, sans souffrir, parce que chaque fois que je m'ouvre à quelqu'un que j'aime, eh bien, ça se finit pas bien, ou alors il finit par me faire une crasse, ou alors il n'est pas agréable avec moi, ça peut être dans mon travail, ça peut être avec mes collègues, je me sens trahi, etc. Et on va voir qu'on va vivre toutes sortes de choses. Parce qu'il y a une distinction à faire entre l'amour attachement et l'amour altruiste, qui sont tout à fait différentes. Il y a dans l'amour altruiste, c'est-à-dire qu'on est capable de voir l'autre comme un être à part entière, et on est capable de lui souhaiter du bonheur. Et ça demande un certain entraînement. Et c'est ce qui va nous donner justement, et pour ceux qui l'ont déjà vécu, j'imagine qu'il y a des personnes qui ont déjà suivi mes cours, qui sont présents là, qui sont venus en stage, et vous pouvez apporter des témoignages, et on voit à quel point, et d'ailleurs ce qui est assez extraordinaire, quand par exemple on anime des stages, là on va faire un stage dans très peu de temps, dans quelques jours, il y a un tel univers d'amour, de compassion, de bienveillance, de respect, que c'est extraordinaire, même les plus résistants, au dernier jour, on voit comment leur visage s'est ouvert, comment ils sont rayonnants, et après ils emmènent ça avec eux, ils le cultivent, ils l'entretiennent parce qu'il y a un repère. Et c'est pas juste temporaire, parce qu'ils découvrent que c'est inhérent à leur vraie nature, à ce qu'ils sont au fond d'eux. Mais malheureusement, c'est recouvert par tous ces obscurcissements mentaux qui sont liés justement à nos perceptions, parce que souvent les gens disent c'est lié à un conditionnement. Non, c'est pas lié à un conditionnement. Le conditionnement, il vient parce qu'on a adhéré à tout ce qu'on nous a transmis, mais il y a un moment, justement, il faut se libérer de ça, et de se dire, cette voie ne m'apporte finalement pas le bonheur. Je ne suis pas heureux dans cette manière de fonctionner. Et ça, c'est un point très important que vous devez comprendre, c'est que vous ne pouvez pas, espérer voir votre vie changer si vous continuez à penser, à agir et à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous continuez à penser, à agir et à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, vous aurez toujours le même résultat. Et donc c'est là où c'est très important de voir que j'y suis peut-être pour quelque chose, pas dans le sens du jugement, mais plutôt dans le sens de je peux y faire quelque chose. Peut-être que je peux changer ma manière de voir les choses, que je peux regarder les choses sous un autre angle, que je peux cultiver d'autres choses dans mon esprit que toujours justement cette rancœur, cette haine, cette colère, etc. Et que je peux aussi examiner justement ces facteurs, qu'on appelle les facteurs perturbateurs de l'esprit finalement, je peux les examiner en profondeur pour voir justement comment m'en libérer et ne plus en être affecté, de manière à ce qu'ils n'interfèrent plus entre mes aspirations et ce que je fais pour tendre vers ces aspirations. Et à partir de là, on va voir que justement les choses vont changer. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait concrètement? Alors, vous avez tous entendu parler de méditation, pour ceux qui peut-être il y a des personnes qui ne connaissent pas, mais aujourd'hui on en parle de plus en plus. Alors c'est un petit peu difficile de faire la part des choses, parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement d'auteurs, il y a tellement... C'est fantastique. Moi, ça fait 35 ans que je transmets, et d'ailleurs au début je ne voulais pas du tout, je ne me sentais pas du tout prêt pour ce genre de choses. Et j'ai eu le bonheur de commencer à découvrir, j'ai découvert la méditation à l'âge de 15 ans, et j'ai pratiqué. Alors au début c'était un peu maladroit, c'était tâtonnant, etc. Puis après j'ai rencontré de nombreux sages, de toutes sortes de traditions. J'ai côtoyé Shimenza Rinpoche pendant près d'une quinzaine d'années. Là ça a été quelque chose d'extraordinaire. Mais en même temps je voulais rester neutre, parce que je ne me sentais pas d'appartenir à une tradition quelconque. Je trouvais que
Et aujourd'hui, je le pense encore aujourd'hui, beaucoup de nos traditions ont tendance à être enfermantes. J'ai beaucoup de respect, bien sûr, puisque j'ai beaucoup d'amis bouddhistes, j'ai des amis chrétiens, j'ai des amis musulmans, j'ai des amis juifs, de toutes sortes de traditions. D'ailleurs, dans mon cabinet, quand j'exerçais à Strasbourg, je crois que j'ai eu à peu près toutes les traditions qui sont venues chez moi, même s'il y en a encore beaucoup. Non, j'ai fréquenté des jains, mais j'en ai pas eu dans mes cours. C'est juste pour vous dire que c'est quelque chose qui peut rester en même temps tout à fait universel. Donc je ne voulais pas appartenir à une tradition, parce que je me dis que le bonheur n'appartient pas à une tradition, il appartient à l'individu lui-même. Si tant est qu'il accepte justement de révéler justement tout ce qui va lui permettre de trouver ce bonheur. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait? Une fois que vous avez compris que l'obstacle, justement, le premier obstacle, ce sont, comment dire, ces facteurs perturbateurs de l'esprit, c'est-à-dire ces obscurcissements mentaux. Une fois que ça c'est admis, que c'est reconnu, qu'on arrête de tricher, de le reconnaître, se dire, mais maintenant comment est-ce que je fais pour me libérer? Eh bien on va voir, il y a plusieurs étapes à franchir. Vous verrez, il y a 3 aspects qui sont très importants dans une démarche, et s'ils sont absents, parce que vous avez de temps en temps des personnes qui vont vous parler de la méditation pleine conscience. Et on a l'impression que c'est ça la méditation, ce qui est faux. C'est juste un aspect de la méditation. Il y en a qui vont vous parler de visualisation, de toutes sortes de choses, et ils vont vous dire, c'est ça la méditation. C'est faux. C'est un des aspects de la méditation. Beaucoup plus rarement, on vous parler de la réalisation de la nature de l'esprit. C'est assez rare, on le retrouve guère que dans des traditions comme le bouddhisme et d'autres traditions plus anciennes où on parle de cette notion, mais elle est fondamentale. Et ces 3 aspects, en fait, doivent coexister dans la pratique de la méditation. En fait, ce sont les ingrédients principaux. La première étape, c'est justement ce qu'on appelle en réalité la pleine conscience, parce qu'on le met à toutes les sauces, que les gens viennent avec une certaine fierté. Moi, je pratique le MBSR, c'est assez rigolo. Et en fait, c'est quoi la pleine conscience? C'est tout simplement de l'attention. C'est tout simplement de l'attention. Vous éveillez une capacité que vous possédez tous, c'est l'attention. Mais on va voir, parce qu'en état ordinaire, qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez, si vous faites un peu d'observation de vous-même, vous allez voir que votre esprit, votre mental a la fâcheuse habitude, votre conscience a la fâcheuse habitude de s'identifier aux pensées, qu'elle va suivre volontiers. Et on peut dire que d'une certaine manière, en état ordinaire, vous êtes ce que vous pensez être. Le problème, c'est que vous avez très peu d'idées de ce que vous pensez de vous. Et comme disait Jung, plus une pensée est ignorée par la conscience, plus elle a de chances de se transformer en destin. Et la difficulté, c'est d'avoir ce recul par rapport à soi-même. Et comment est-ce qu'on l'obtient? Justement par le développement de l'attention. Et ça s'entraîne. Et c'est assez facile, je dirais c'est plutôt simple, pas forcément facile, parce qu'au début c'est un peu le combat, on est tellement habitué à la dispersion, à suivre nos pensées, etc., qu'au début, ramener l'attention d'abord sur soi-même, sur le corps, sur l'esprit, sur la respiration, etc., parce que ce sont un peu les bases, d'entraîner son esprit à s'élargir dans le temps et dans l'espace. On va voir que finalement notre esprit a tendance au début à être un peu rebelle, mais avec l'entraînement, eh bien on va voir que ça commence à nous donner une certaine assise, un certain recul. Et ça, c'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans les cours que nous donnons, dans le premier cycle. Ça s'étale sur 7 semaines de cours. Et vous avez toute cette pratique, justement, fondée sur l'attention, et qui va apporter beaucoup de calme, une plus grande stabilité émotionnelle aussi, et de se sentir un peu plus ancré, un peu plus présent à ce qu'on fait. Il y a un renforcement de la concentration, il y a des effets sur la santé qui sont indéniables, puisque c'est un adjuvant thérapeutique vraiment de très très grande valeur. Et on commence à voir cet apaisement, ce recul par rapport à soi, et on est moins l'objet justement de ses pensées. Mais ça, c'est une première étape, et ça nécessite aussi d'approfondir et de stabiliser. Parce que c'est un petit peu comme un arbre qu'on a planté. Il faut qu'il se fasse des racines, et il faut que ces racines aillent très profondément, parce que si elles ne sont pas assez profondes, eh bien la moindre tempête va déraciner l'arbre. Et c'est là où on a besoin justement de s'y libérer justement de nos obstacles personnels, et c'est là où les antidotes sont indispensables. Et c'est là, ça c'est la partie du deuxième niveau de la démarche, où on va découvrir un grand nombre d'antidotes, notamment le premier exercice qui va nous donner davantage encore de détachement par rapport à ses propres émotions, ce qu'on appelle le calme intérieur, le sourire intérieur. Il y a un exercice qui traite de la paix intérieure, mais qui en réalité, c'est un antidote à la culpabilité.
Parce qu'aujourd'hui, alors ça c'est un truc qu'on n'a pas besoin de faire avec les Tibétains parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, mais nous on souffre de ce mal épouvantable qu'est la culpabilité, parce que ça génère beaucoup d'anxiété, d'angoisse, de sentiments de honte, et ça nous empêche justement de tirer bénéfice de nos expériences, et on a tendance à être très juge avec soi-même, donc forcément avec les autres, et ça c'est un véritable poison mental dont il faut absolument se débarrasser pour trouver une attitude plus appropriée. Ensuite, toutes sortes de pratiques fondées sur la confiance en soi, parce que la confiance est un des ingrédients les plus importants dans la réussite d'une vie. Quand je parle de réussite, je ne parle pas forcément de réussite sociale, mais dans la réussite, dans ses relations, d'avoir des relations épanouissantes et heureuses. Quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui doute de lui, a beaucoup de peine justement à établir des relations harmonieuses. C'est pareil s'il veut entreprendre des projets, c'est dans sa profession, etc. S'il manque de confiance en lui, eh bien, il va rencontrer de gros obstacles. Et tout le deuxième cycle est fondé là-dessus, à donner justement des éléments, des moyens, des ressources justement pour aider la personne à se libérer. Vous avez un exercice qui est fondé sur l'acceptation de soi. On apprend à être à l'aise avec ce qui est aussi bien positif que négatif en soi, pour d'un côté renforcer justement tout ce qui est positif en nous-mêmes, et pour se libérer de tout ce qui est négatif. Et vous avez un exercice qui s'appelle l'équanimité des sentiments aussi, qui va nous aider, ça c'est un puissant antidote supplémentaire à la culpabilité aussi, mais qui va nous aider à développer une attitude plus impartiale, à la fois à l'égard des autres et à l'égard de nous-mêmes. Donc ça aussi c'est une source de bonheur absolument extraordinaire. Et l'étape suivante, qui est très importante, c'est de réaliser, je ne parle pas de comprendre, mais de réaliser la véritable nature des phénomènes, et notamment la vraie nature de notre esprit. C'est très important pour quelle raison? Parce que si vous n'avez pas conscience de la vraie nature, par exemple, de vos pensées, même si vous méditez, même si vous pratiquez l'attention, en fait vos pensées vont vous manipuler, vont vous entraîner, vous aurez l'impression de méditer. Et je vois beaucoup de gens qui me disent, mais moi je médite, je suis tranquille, je suis en paix, mais ils sont en paix tant qu'ils restent chez eux. Mais dès qu'ils sortent, dès qu'ils se retrouvent face à des conditions adverses, une personne leur fait une remarque et tout s'envole. Donc c'est pas stable. Et c'est là où on va beaucoup plus loin, parce qu'on va à la racine, en fait, à la racine de la souffrance. On déracine la cause de la souffrance. Et la cause de la souffrance, c'est l'ignorance. Ignorance dans le sens de l'absence de vue claire de la réalité en soi. Et là, il y a un programme de 12 semaines aussi, comme le cycle 2, qui va nous amener vers ça. On aborde évidemment les notions d'amour, de compassion, d'altruisme, qui sont, je dirais, les plus grandes sources de bonheur et d'accomplissement. Mais la sagesse aussi est très importante. Et la sagesse, c'est le fait d'être approprié, c'est pas d'être gentil, c'est le fait d'être approprié, d'avoir une attitude appropriée aux situations. Donc voilà. Et alors je reviendrai sur ce programme. D'ailleurs, si vous ne quittez pas la conférence, on va vous faire un petit cadeau à la fin de la conférence. Je pense que vous ne regretterez pas. Donc voilà. Donc maintenant, je vous invite à me poser des questions. Il y en a peut-être déjà d'ailleurs, j'imagine. Et comme ça, on va pouvoir approfondir le sujet. Alors effectivement, il y a Nat et Flo qui a posé 2 questions par rapport au début de la conférence. Quid des biais cognitifs culturels et des traumas, schémas mentaux dysfonctionnants avec des pensées irrationnelles? Faut-il travailler sur la plasticité cérébrale? Alors, la notion de travail m'a toujours gêné, me gêne encore, parce que travailler, vous savez sans doute l'origine du mot travail. À l'origine, c'est un instrument de torture qui a été inventé par ce qu'on appelait le tripalium, qui a été inventé par les Romains. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au long des siècles, on a gardé ça et on est toujours dans la souffrance. Justement, on est dans la souffrance dans le travail, on est dans la souffrance aussi quand on fait un travail sur soi. Il y a du labeur. Oui, il y a une notion de labeur, il y a une notion de difficulté. Et ça nécessite, je fais une petite pause là-dessus parce que c'est très important, ça nécessite une remise en question vraiment profonde. Parce qu'on peut avoir une activité, contrairement à ce qu'on entend partout, parce qu'on a l'impression qu'il faut transpirer, qu'il faut suer pour travailler, Gérard Durus, qui a été mon mentor pendant plus de 30 ans, qui était un ami extraordinaire, il me disait, d'ailleurs, lui, il parlait jamais de travail, il disait, on a une activité. On apporte quelque chose à la société. Mais tout dépend sous quel angle on le voit. Si on le fait pour des raisons de survie, parce que justement on le fait juste pour avoir la paye à la fin du mois, etc., c'est-à-dire qu'on s'offre une vie qui n'est pas très heureuse parce qu'on doit, le terme est assez fou quand même, on doit gagner sa vie. Vous vous rendez compte?
Mais votre vie, elle vous appartient, vous n'avez pas à la gagner. Vous l'avez déjà, votre vie. Vous n'avez pas à la gagner. Et il y a cette notion assez perverse avec l'argent aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que, justement, on doit galérer pour gagner de l'argent. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est le rapport, dès le départ, c'est le rapport que vous avez avec les événements, les circonstances, avec l'argent, avec les autres, etc., qui va avoir une influence considérable sur votre mode de vie. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je reviens à cette notion de travail sur soi. C'est important d'ôter justement cette notion de travail. Parce que du labeur ne naîtra que le labeur. De la lutte ne naîtra que la lutte. Et du plaisir naîtra le plaisir. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, dans le bouddhisme, on parle de l'effort joyeux. C'est quelque chose qui est complètement étranger à notre culture. Nous, effort égale contrainte. Alors qu'on peut faire un effort dans la joie. Regardez un enfant qui joue, il fait un effort. Mais il joue. Et nous, on a complètement perdu ce caractère ludique. Et ce qui est désastreux, c'est qu'on amène justement cette notion de labeur, même dans une démarche qui est censée nous apporter du bonheur. Mais comment quelque chose de laborieux pour nous apporter du bonheur? C'est pas possible. C'est un non-sens, en fait. Tu ne peux désirer une chose et cultiver son contraire. Si vous faites votre démarche, et c'est pour ça que toute la démarche que nous proposons, elle est fondée sur le plaisir. Si vous faites cette démarche avec plaisir, avec curiosité, avec enthousiasme, et comme je me plais à le répéter aux personnes qui suivent mes cours, je leur dis, vous allez trouver dans cette démarche que vous allez y mettre. Et si vous y mettez du labeur, ça va être dur, et vous aurez l'impression que ça va être très difficile. Alors qu'au contraire, si vous le faites avec joie, vous serez toujours dans l'ouverture d'esprit, dans la curiosité, et vous ne cesserez d'apprendre. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est la première notion. Et c'est pour ça que, alors j'ai entendu le mot plasticité du cerveau. Moi, c'est un mot que j'adore, parce que le cerveau est quelque chose d'extraordinaire. Il y a plein d'études qui sont faites, il y a des avancées considérables, et on sait aujourd'hui, effectivement, que si on cultive, par exemple, si vous faites du piano, vous n'avez jamais fait du piano. Au début, vous savez, les premières leçons, c'est très très difficile. Et puis, vous répétez, les leçons suivantes, vous avez l'impression que ça devient plus facile. Comme on dit, l'adresse commence par la maladresse. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'au niveau de vos cerveaux, il y a des connexions nerveuses qui se créent. C'est l'apprentissage normal. Mais ça s'applique non seulement à l'apprentissage d'une discipline, mais ça s'applique au bonheur, à la joie, à cultiver des émotions. On sait que la colère, la peur, etc., ce sont des habitudes. Et ça, c'est très important. Et le pire, c'est qu'une habitude se renforce par la force même de l'habitude. C'est-à-dire que plus vous allez vous mettre en colère, plus vous allez renforcer la colère. Plus vous allez vous apitoyer sur vous-même, plus vous allez vous entretenir dans ce mode de fonctionnement. Et ça va devenir tellement une habitude que vous vous rendrez même plus compte que vous vous lamentez sur vous-même. Et c'est le recul qui va faire que vous allez dire « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je me lamente ?» C'est ce qu'on appelle la prise de conscience, qui est toujours désagréable, mais qui est toujours salutaire. Et ensuite, vous pouvez justement cultiver tout ce qui est favorable au bonheur, tout ce qui est source de bonheur. Vous êtes des jardiniers finalement. Vous faites le choix entre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et vous développez, et ça c'est très important, le bonheur, il y a un lien très étroit avec la cohérence. Vos pensées, vos actions, votre manière de vous exprimer doit être cohérente par rapport à vos aspirations. Et c'est pour ça qu'on doit amener et réduire de plus en plus le fossé entre notre manière d'être, notre manière de vivre et nos aspirations. Et ça, c'est pour ça que vous comprenez qu'il ne peut pas y avoir de trucs. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Les gens qui vous disent vous mettez des sons sur les oreilles, ça va transformer votre vie. Mais ça, excusez-moi, mais on vous embobine. Je ne dis pas que ça ne fait pas du bien sur le moment. Mais c'est la pratique répétée, régulière, qui va faire que vous-même, et surtout, c'est vous qui prenez votre vie en main, c'est pas un son, c'est vous qui prenez votre vie en main. Et vous allez en plus avoir cette fierté, rien à voir avec l'orgueil, cette fierté justement de construire, de créer votre propre bonheur. Et ça se fait pas à travers des trucs. Donc oui, la plasticité du cerveau, oui, pour cultiver tout ce qui est positif. Et c'est important de réunir, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, commencez par lire des livres positifs, de regarder des films positifs, de mettre de côté tout ce qui assombrit votre univers, pour justement commencer à mettre des belles choses dans votre esprit. Et après, vous pourrez regarder la souffrance, mais avec un peu plus de recul, pour l'apprécier telle qu'elle est, et de ne pas en être affecté. Voilà. J'espère avoir été clair. Philippe, toujours
en début de conférence. Enfin, dire que l'extérieur n'a pas d'influence sur notre satisfaction dans la vie, c'est un peu osé, non? Non, j'ai pas dit ça. Vous avez pas bien entendu. Le... Bien sûr que quand je prends, comment dire, si vous êtes au milieu de gens moroses et vous passez beaucoup de temps avec des gens moroses, au bout d'un moment, c'est clair que ça va affecter votre esprit. Si vous vivez avec quelqu'un qui est toujours de mauvais poil, etc., c'est sûr, mais au bout d'un moment, vous allez commencer à en avoir marre. Mais par contre, si vous êtes entouré de gens heureux, de gens bienveillants, eh ben, c'est clair que ça va affecter aussi votre esprit. Mais en même temps, comment ça se fait que vous vous retrouvez avec ces personnes, que vous vous retrouvez à cet endroit? Vous allez voir à quel point c'est jamais par hasard. Une personne qui manque d'estime d'elle-même, quel genre de personne elle va tout le temps rencontrer? Avec qui elle va se lier? Parce que c'est quoi le manque d'estime d'elle-même? Elle pense ne pas mériter mieux que ça. Et donc elle va forcément être avec des personnes qui vont être peu valorisantes, qui vont nourrir son manque d'estime d'elle-même. Et ça match à chaque fois. Si vous ne savez pas vous faire des cadeaux, c'est-à-dire que si vous manquez d'amour pour vous-même, je ne parle pas d'amour narcissique, je parle de respect, d'amour, de bienveillance, etc. Ben vous allez commencer à vous faire des cadeaux et vous allez faire des rencontres tout à fait différentes. Mais par contre, et ça c'est très important, je n'ai pas dit que les circonstances extérieures ne vous influençaient pas, mais les circonstances extérieures réveillent chaque fois une histoire. Elles réveillent votre histoire, l'histoire que vous avez. Par exemple, c'est très schématique ce que je vais dire. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'autorité, chaque fois, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous tendre, vous allez ressentir un malaise, ou alors vous allez devenir agressif, peu importe, chacun va avoir sa réaction, mais cette réaction va systématiquement se réveiller face à ce genre de personnes. Mais c'est en étroit rapport avec votre passé. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller fouiller dans le passé, c'est juste que, comme disent les bouddhistes, les événements sont un retour vers soi du passé. Ça remonte à la surface, mais c'est justement là où ça peut vous donner l'occasion de vous libérer de cette réaction. Et c'est là où justement la méditation va être extrêmement utile. Et vous allez voir justement que l'attitude de l'autre va avoir beaucoup moins d'influence sur votre comportement. C'est-à-dire qu'il arrivera beaucoup moins à vous déstabiliser. C'est dans ce sens que je le dis. Mais bien sûr, si je suis avec des personnes sympathiques, c'est quand même beaucoup plus agréable. Je préfère les gens sympathiques, les gens bienveillants, que les personnes qui sont toujours grognons du matin au soir, qui sont désagréables, qui se plaignent tout le temps, etc. Mais en même temps, ils ont toute ma compassion, parce que je sais très bien, et je suis parfaitement conscient, que ces personnes sont justement prisonnières de leurs obscurcissements mentaux, sont dans la souffrance, et que si elles avaient conscience justement de ce qu'elles sont véritablement, eh bien elles ne souffriraient plus. Bien. Alors, la suite des questions. C'est Sonia qui pose la question. Comment évacuer sa colère d'avoir contracté un Covid long en travaillant dans le médical et d'être abandonné par les institutions? Alors là justement, c'est que ne tombez pas dans le piège de la victimisation. Sinon, justement, vous allez vous considérer comme une victime. C'est important, vous vous êtes retrouvé dans des circonstances extrêmement désagréables, difficiles, voire douloureuses. Il faut maintenant, et c'est là où la pratique va vous aider, justement à évacuer ce stress, à libérer. Il est fort possible que ça réveille des tas de choses, que vous allez ressentir beaucoup de désagréments, ça peut mettre un certain temps avant de se pacifier, de se stabiliser. Et à partir de là, vous allez vous dire maintenant, quel est le cadeau que j'ai envie de me faire dans la vie? C'est très important cette notion d'aspiration. Quand je parle d'aspiration, il y a non seulement l'aspiration au bonheur, mais il y a l'aspiration aussi dans votre vie. Elle est fondamentale. C'est Jim Carrey, ce célèbre acteur, qui disait toutes les circonstances négatives de notre vie nous donnent l'occasion de prendre conscience de ce que nous ne voulons plus. Donc, si vous avez vécu par le passé des choses douloureuses, difficiles, désagréables, eh bien c'est l'occasion justement de les examiner avec un certain détachement, avec un certain recul. Vous pouvez laisser la colère s'évacuer, mais dès que possible de prendre avec suffisamment de détachement et de se dire voilà ce que j'ai vécu. Ça n'a pas été très heureux, ça n'a pas été très agréable, mais maintenant, à quoi j'aspire? Qu'est-ce que je veux me faire comme cadeau maintenant? Parce que ça, j'en veux plus. Une fois que c'est clair, se dire maintenant quelle direction je prends, quelles sont les aspirations. Parce que le problème, c'est que souvent, on quitte une situation, c'est un peu comme les ruptures. Les gens quittent leur femme ou leur mari pour aller tout de suite avec quelqu'un, mais en fait, ils n'ont pas réellement quitté la précédente relation. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme on dit, reprend son histoire là où on l'a laissé.
C'est-à-dire que la relation qu'on a à l'autre n'a pas changé sur le fond. C'est-à-dire que j'ai toujours le même rapport à la femme, j'ai toujours le même rapport à l'homme. Et si je n'ai pas changé ça, je vais me retrouver exactement dans les mêmes circonstances avec une personne différente, mais sur le fond, et ça manque jamais de se vérifier systématiquement, c'est que et évidemment au début c'est tout nouveau, tout beau, et puis après on se retrouve avec la même histoire. Et ça c'est très important. Et vous allez faire la même chose avec votre travail. J'avais une amie, elle était avec un patron tyrannique, elle a quitté son métier, et s'est retrouvée avec un supérieur hiérarchique tyrannique, elle a changé 3e fois et ça recommençait, parce que c'est son rapport à l'autorité qui faisait qu'elle emmenait ça avec elle. C'est pour ça qu'encore une fois, si vous ne comprenez pas que ça ne vient pas de l'extérieur, mais du rapport que vous avez avec l'extérieur, vous ne pouvez rien changer, et vous êtes dans une impuissance totale. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous allez toujours subir. Alors que ça vous donne la capacité, justement, en transformant, en réformant votre esprit, votre environnement aussi va changer. Vous serez dans un métier dans lequel vous vous épanouirez, vous serez avec des personnes avec qui vous serez heureux de partager votre vie, avec des personnes bienveillantes parce qu'elles aspirent à la même chose, vous allez fuir les gens à histoire parce que ça vous en voulez pas. Donc vous choisirez davantage votre existence. Et ça c'est fondamental. Marie-Laure pose la question, comment gérer la souffrance de la solitude? C'est d'abord, justement, si vous êtes seul et que vous en souffrez, peut-être que il est temps de vous ouvrir aux autres aussi. Comment ça se fait que vous êtes seul? Est-ce que c'est le cadeau que vous aviez envie de vous offrir? Parce que c'est quand même extraordinaire. On est plus de 7 milliards d'individus sur la planète et on arrive à être seul. Il y a tant de gens à aimer, il y a tant de gens avec qui partager. C'est Sogyal Rinpoche qui disait si vous vous sentez seul, c'est parce que vous ne vous aimez pas. Donc il est temps d'apprendre à vous aimer et vous allez rencontrer des personnes parce que vous allez devenir aimable, c'est-à-dire qui peut être aimé. Voilà. Marie-Christine, bonjour. Comment gérer lorsqu'il nous arrive des ennuis répétitifs tout au long d'une journée? Je viens d'y répondre d'une certaine manière. C'est pas. Alors déjà, arrêtez de gérer. C'est pas gérer. C'est chaque fois tirer bénéfice de ce qui vous arrive pour justement éviter que ça ne se reproduise. Mais il faut accepter cet examen lucide, honnête vis-à-vis de soi-même, sans tricher. Valérie, excusez-moi, mais comment fait-on pour se détacher lorsqu'on se sent agressé? C'est pas que... Là aussi, l'agression nous apprend quelque chose. Si vous avez l'occasion, c'est pas du tout pour... je cherche pas à vendre mon livre, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle « Quand la vague réalise quel est l'océan ». Quand j'étais plus jeune, j'ai été SDF, je me suis retrouvé dans des circonstances particulièrement difficiles, j'ai été agressé, j'ai même été battu par des jeunes quand je faisais du stop, et j'ai été abandonné dans le fossé, laissé pour mort. Et donc l'agression c'est quelque chose que je sais ce que c'est, et je sais ce que c'est que de la vivre. Mais j'ai compris avec le temps et avec la pratique justement que ce n'était pas par hasard si je me faisais agresser. Finalement, les autres reflétaient la colère que je portais en moi, que je ne voulais pas m'avouer. Et ça m'a donné justement l'occasion de faire la paix avec moi. Et le jour où j'ai compris ça, et que j'ai mis davantage d'amour dans ma vie, davantage de compassion, et puis que j'ai appris à apaiser ces volcans intérieurs, eh bien je ne me suis plus jamais fait agresser. Et si tant est qu'une personne pouvait se montrer agressive, eh bien je savais comment faire pour accueillir cette personne, sans me blesser pour autant. Vous savez, je donne souvent l'exemple, c'est comme un petit enfant qui se met très en colère. À la taille de l'adulte, on est capable de l'accueillir, mais souvent on dit à l'enfant, mais c'est pas bien de se mettre en colère, etc. On l'invite à refouler sa colère. Alors que il peut... Si vous savez accueillir en disant à votre enfant, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que tu es tellement en colère, vous allez voir que l'enfant, sa colère, elle va s'apaiser. Et il va vous dire vraiment ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il ressent, si tant est qu'on est capable de l'écouter, parce que ça c'est un autre problème. Eh bien, c'est pareil avec soi, c'est que si on sait s'écouter, d'avoir cette écoute à l'égard de soi-même, c'est-à-dire de devenir un ami pour soi-même, on va voir que ça va changer, et puis que ces agressions extérieures, justement, vont aller diminuant. Et il y en aura de moins en moins.
Moi, je donne régulièrement des conférences. Il est arrivé que des personnes, justement, se montrent particulièrement désobligeantes, peuvent se montrer agressives, mais je me laisse plus affecter par ça parce que je vois bien que ces personnes sont aux prises avec leur propre colère et elles sont prisonnières de leurs obscurcissements mentaux. Je ne suis pas en train de leur donner une excuse, c'est que j'ai vraiment conscience de ça. Donc moi, du coup, ça ne m'affecte plus. Je ne suis plus dans une position de victime. Je peux écouter la colère de l'autre. Et si la personne agresse gratuitement, eh ben, je saurais la recadrer, la remettre à sa place comme il convient de le faire. Parce que parfois, il y a des personnes qui, effectivement, ont besoin d'être un peu gentiment remis à leur place. Excuse-moi. Alors, c'est Christelle qui pose pas une question, mais qui fait une remarque. Je suis d'accord, être avec des gens qui nous correspondent, mais il faut aider les gens qui sont mal, les écouter, les aider, les conseiller. Alors, il y a déjà un mot de trop. Vous avez un sens du devoir extraordinaire, et ça, c'est un obstacle, justement. Si vous voulez vraiment aider les autres, parce que vous dites il faut aider les autres, d'abord, il n'y a pas d'obligation. Mais aider les autres participe bien sûr à notre bonheur. Et c'est pas à moi qu'il faut dire ça, je consacre ma vie à ça. Donc, c'est pas un problème. Mais j'ai pas le sens du devoir, je me sens pas obligé de le faire. Je le fais parce que, pour moi, et c'est très important, et c'est le sens, et c'est ce que j'ai vraiment appris avec les bouddhistes, c'est que si on veut aider les autres à être heureux, il faut d'abord être heureux avec soi-même. Parce que sinon, c'est jamais très bon la façon qu'on va aider, parce que souvent je remarque les gens qui veulent aider les autres, en fait ils supportent pas la souffrance, ils sont mal à l'aise avec la souffrance, donc ils veulent aider tout le monde, ils veulent que tout le monde soit bien, mais ça marche pas, parce que c'est un peu comme si vous voulez apprendre à nager et que vous savez pas nager vous-même. Il faut d'abord apprendre à nager, et là vous allez avoir du plaisir pour transmettre aux autres l'art de la natation. Et c'est pareil, si vous maîtrisez les moyens, les ressources qui vous conduisent au bonheur, alors vous allez pouvoir le partager avec les autres. Et là, vous allez vraiment aider. Mais ce n'est pas une notion de devoir. Et puis, je reviendrai aussi sur un point, vous dites, je suis d'accord. C'est pas ce que je demande. Je ne demande pas ce que les gens soient d'accord avec moi ou pas d'accord. Je vous partage quelque chose, c'est une proposition. Si ça vous convient, moi, j'en suis très heureux. Sinon, pour moi, c'est très bien. Je suis sûr que vous pouvez trouver aussi, il y a plein d'auteurs aujourd'hui qui font des choses merveilleuses. Alors, Geneviève, comment dépasser la lassitude? Je vais être banal, mais c'est pratiquer, créer. C'est très important, vous savez. Je vous ai parlé justement de la méditation, de la pratique, et je pense que ça va répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Je pense que si vous voulez vraiment que votre vie change, parce que là, je pourrais prendre toutes les questions et on pourrait y passer la nuit. Parce que vous avez tous une question par rapport à un sujet précis. Mais moi, je ne peux pas m'arrêter à chacune des questions. Sinon, on n'en finirait pas. Et je vous donne une réponse, ça va vous satisfaire, mais ça ne va pas résoudre votre problème. Votre problème ne pourra se résoudre que le jour où vous accepterez de prendre votre vie en main et de faire ce qu'il faut pour qu'elle change. C'est que si vous ne décidez pas, enfin, aujourd'hui, maintenant, de prendre votre vie en main, de vous dire maintenant je vais faire ce qu'il faut pour que ça change, eh bien rien ne changera. Vous pourrez aller voir toutes les personnes et vous répondront à vos questions, ils vous donneront des réponses, ça vous satisfera sur le moment, mais fondamentalement ça ne va pas changer votre vie parce que vous resterez toujours dépendante d'une réponse qui vient de l'extérieur, alors que les réponses c'est vous qui les avez. Vous avez une sagesse en vous. Et je dirais autrement aussi, c'est que je ne suis pas à votre place, je n'ai pas votre sensibilité et je n'ai pas tous les paramètres pour pouvoir répondre correctement à la situation, à votre situation. Votre situation vous est propre. Et je dirais que c'est même aventureux, ça serait aventureux de ma part, de vous donner une réponse toute faite par rapport à la question que vous vous posez, parce que je prends l'exemple de la lassitude. Elle peut venir de toutes sortes de facteurs. Ça peut être un facteur physique, ça peut être un facteur psychologique, ça peut être toutes sortes de raisons qui font qu'il y a une lassitude. Et c'est important de déterminer d'où elle vient. Donc, je donnerai une réponse comme ça, mais elle n'est pas forcément appropriée. Et c'est pour ça que je suis là pour vous dire, il y a des moyens, et je viens de vous en parler. Nous, on propose une formule. Vous pouvez trouver d'autres choses ailleurs. Hein. Moi, je n'oblige pas du tout. Je ne sais pas que les gens suivent forcément ma méthode. Il y a des gens pour qui une autre méthode conviendra beaucoup mieux.
Mais moi, c'est celle que j'applique depuis 35 ans. Elle me convient très bien. Elle a transformé mon existence. Aujourd'hui, elle transforme la vie de centaines de milliers de personnes. Si vous allez sur le site, vous aurez de très nombreux témoignages, même vidéos. Il y a des gens qui ont accepté de témoigner. Donc on voit qu'il y a des changements de vie vraiment très importants. Puis surtout, ce que j'aime dans cette méthode, c'est qu'elle est neutre. Il n'y a pas de... il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de... Enfin, si, on parle de la prière, mais d'une façon neutre. Il n'y a pas de... tout en respectant, bien sûr, toutes les traditions. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis, j'ai eu beaucoup de gens, j'ai eu des chrétiens, j'ai eu même un prêtre de 95 ans qui m'a dit « Mais c'est extraordinaire ce que vous transmettez, on devrait enseigner ça au séminaire. » Donc, vous voyez... Des musulmans aussi. Et on a eu des musulmans qui viennent régulièrement dans les stages, qui adorent ce qu'on fait. J'ai même eu une nonne zen, donc quelqu'un qui est pratiqué depuis des années, qui m'a dit mais j'ai compris ce que c'est que le zen grâce à vous. Je trouvais ça fantastique. Donc vous voyez, et ça me plaît parce que je me dis on fait quelque chose qui peut être bénéfique à n'importe quelle personne, quelle que soit sa tradition, qu'elle soit athée. On a des scientifiques, justement, qui viennent dans nos cours, des scientifiques qui viennent dans les stages. On a même un témoignage d'une neurobiologiste que vous avez sur le site. Donc vous voyez, on a des médecins, dans toutes les personnes, toutes les catégories sociales viennent dans nos cours, dans nos stages. Et moi, je trouve ça merveilleux, parce qu'il n'y a pas de barrière. Donc maintenant, c'est à vous de décider si vous avez envie de faire quelque chose, à vous de le faire. Alors je pense qu'on va arrêter là les questions, parce que je pourrais comme ça les prendre, on va peut-être en reprendre une, allez, pour le plaisir. Alors Martial, cela fait un peu de temps que je vous suis et écoute. Je procrastine de commencer les cycles de méditation. Je trouve qu'il est facile pour moi de vivre de manière neutre en écoutant vos conseils, comme si ce n'était pas pour moi, même profondément. Le moment où je ressens le moi, tout dégringole, tout s'effondre, je ne comprends plus rien. Être seul ou plutôt vivre mal la solitude, l'isolation, la séparation et tout. Martial, il y a un moment où vous restez au bord de la piscine à envier les autres qui nagent, qui se font plaisir, ou à un moment vous vous dites, allez, j'ose, peut-être que je vais me prendre une tasse, peut-être que ça va pas être agréable au début, peut-être que... Mais tant que vous ne décidez pas de vous y mettre, eh ben, il ne se passera rien. Il y a un moment, il faut franchir le pas et de se dire, est-ce que je vais continuer? D'ailleurs, on peut prendre à contre-pied en se disant, n'en avez-vous pas assez de la vie que vous menez? Si votre vie vous convient, vous n'avez aucune raison d'entreprendre quoi que ce soit, vous continuez à faire ce que vous faites, et d'ailleurs vous n'avez même pas besoin d'écouter cette conférence, vous pouvez mettre de côté la méditation, ce genre de choses, vous n'avez pas à vous y intéresser. Si votre vie vous convient, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous êtes là, vous vous posez des questions, vous interrogez, la question est de savoir à quel seuil vous en êtes arrivé justement de votre souffrance. Est-ce que vous êtes arrivé à ce point de vous dire « Bon, maintenant, j'en ai assez, je dois vraiment créer autre chose, j'aspire vraiment à autre chose, j'ai envie vraiment d'amener du bonheur dans mon existence, enfin de devenir habile à créer le bonheur, avoir des relations heureuses avec les autres, épanouissantes, d'avoir un métier dans lequel je me sens épanoui, d'avoir une activité, d'avoir une relation affective avec l'autre, dans laquelle je peux partager, je peux me sentir moi-même, etc. Bref, de créer ce bonheur à travers tout ce que je fais, et de dire, maintenant, ça y est, j'entreprends ce qu'il faut, pour que ça arrive en tout cas, parce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens s'inquiètent de leur avenir. Ça ne sert à rien de s'inquiéter de votre avenir, puisque votre avenir, il dépend de ce que vous faites maintenant. Si vous ne comprenez pas que ça dépend des graines que vous semez maintenant, la plante, elle ne poussera pas tant que vous n'aurez pas mis la graine en terre. Donc tant que vous ne décidez pas de mettre la graine en terre et de lui apporter les conditions qui lui seront propices pour pouvoir pousser, votre graine, elle ne vous donnera jamais de fruits. Votre avenir, c'est pareil. Votre avenir, il ne sera pas plus positif ni plus heureux si vous ne commencez pas maintenant, aujourd'hui même, tout de suite, je dirais même, d'accepter de changer d'état d'esprit. Parce que, je vais le répéter, histoire d'en remettre une couche, mais vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus aujourd'hui si vous continuez à penser, à agir, à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, eh bien vous aurez toujours le même résultat. C'est mathématique. C'est logique, le bonheur, finalement. Peut-être une dernière question. Ah, alors? C'est parce que c'est Anaëlle qui demandait, effectivement, je pense qu'elle souffre un peu. Comment sortir d'une tendance à se maltraiter?
maltraitance psychique, enfant de ma mère, souffrance familière, et elle se rejoue dans mes relations. Exactement ce que je viens de dire, de commencer à changer le rapport avec vous-même, de vous dire maintenant, il est temps que je me fasse un cadeau. Il est temps que je me fasse le cadeau d'une vie. Prenez conscience d'une chose, là c'est vraiment un ami que je vous parle. Entre aujourd'hui et votre mort, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous allez mourir un jour. Hein. Les gens ils vivent tous comme s'ils allaient jamais mourir. Mais ça va vous arriver. Hein. Il y en a, ils sont peut-être plus proches que d'autres. Encore que, comme disent les bouddhistes, on a deux certitudes. La certitude, c'est que, on va mourir, ça c'est certain, personne n'y échappera. Et l'autre, c'est qu'on ne sait pas à quel moment on va mourir. Ça peut nous arriver à n'importe quel moment. Comme on dit, il n'y a pas d'âge pour mourir. Et certains en ont fait la cruelle expérience. Et c'est pour ça que c'est important de vous dire, entre aujourd'hui et ma mort, il y a un espace. D'ailleurs, je dirais même, entre votre naissance et votre mort, il y a un espace. Qu'est-ce que vous allez y mettre ? Et à partir d'aujourd'hui, quel est le cadeau que vous allez vous faire pour que votre vie change enfin ? Est-ce que vous allez continuer à penser votre vie, à analyser, à vous trouver toutes sortes de bonnes raisons, et de vous dire oui, là c'est intéressant ce qu'il a dit, je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord, je suis ceci, je suis cela, puis, et à vous raconter des histoires comme ça toute votre vie ? Ou alors vous allez vous dire, maintenant, vous allez enfin être pragmatique et vous dire, maintenant si je veux que ma vie change, il faut que je la prenne en main. Et c'est à moi seul de décider de ce que je vais y apporter et de cultiver. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas apprendre à nager en restant au bord de la piscine, à regarder les autres. Bon, vous pouvez toujours vous en inspirer, mais il y a un moment, il faudra bien descendre dans l'eau. C'est la seule façon d'apprendre à nager. Et c'est que si vous voulez que votre vie change, il y a un moment, eh bien, il faut prendre votre vie en main. Et c'est comme ça que ça va changer. Alors, si ça vous intéresse, si et seulement si, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je ne cherche pas systématiquement à ce que vous suiviez ma méthode. C'est une proposition parmi tant d'autres, mais regardez les témoignages sur les cours. Si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez, et je vais justement vous faire un cadeau. Mais avant, je vais vous expliquer comment ça se passe. Il y a 3 cycles de formation. Chaque cycle, alors le premier cycle dure 7 semaines. Là, c'est vraiment tout l'apprentissage basé sur l'attention. Mais en même temps, ça va vous aider à vous détendre, à bien relaxer votre corps, votre esprit, etc. Même si ce n'est pas le but, mais c'est la conséquence de la pratique. Vous allez voir la pratique, la prise de conscience du corps, la pacification du mental, la respiration consciente, l'approfondissement, l'expansion du champ de conscience, etc. L'expansion du champ de conscience, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça va vous donner une vue haute par rapport à votre vie, c'est assez extraordinaire. Et ça dure 7 semaines de cours. Entre chaque semaine qui sépare les cours, vous pratiquez l'exercice qui vous est donné. C'est progressif et, je le répète, c'est un effort joyeux. Donc, on le fait dans le plaisir. Ça, c'est vraiment très important. Ça doit être un moment que vous passez avec vous, où justement, vous allez enfin vous occuper de vous. Et c'est très symbolique parce que ça veut dire que justement, jusqu'à maintenant, votre conscience était plutôt tournée vers l'extérieur. Là, vous la tournez vers l'intérieur, vers vous-même. Ça veut dire que vous prenez enfin en considération. Vous vous occupez sainement de vous. Et c'est important d'être bon pour soi pour pouvoir être bon pour les autres. Donc ça, c'est la première étape. Alors juste petite précision, dans chaque leçon, vous recevez une leçon par semaine, et vous avez une présentation audio, une présentation écrite et un exercice audio. Petite précision, vous êtes accompagné, on vous laisse pas tout seul dans votre coin, vous êtes accompagné, vous pouvez faire partie d'un groupe de soutien. On a créé un groupe de soutien sur Facebook qui est assez extraordinaire parce que les gens, ils se soutiennent, les anciens soutiennent les nouveaux, etc. Et moi, j'interviens régulièrement sur ce groupe de soutien où j'interviens pour vous aider, pour répondre à vos questions, etc. Donc vous voyez, c'est très complet. Et vous pouvez retrouver les cours sur une application. Ça simplifie assez les choses. Et qu'est-ce que j'aurais oublié par rapport au cours ? Donc voilà, 7 semaines de cours pour le cycle 1, 12 semaines pour le cycle 2 et 12 semaines pour le cycle 3. Alors si vous voulez le détail des cours, vous allez sur le site, si Loïc peut me mettre ça en légende, vous allez sur le site ressourcesactualisation.com et vous mettez, alors ça n'a pas l'air d'apparaître, hein. Est-ce que Loïc est là ? Et donc... Il l'a mis dans le chat. Non, pas dans le chat, je voulais qu'il me le mette directement sur la vidéo. Je crois qu'il n'a pas entendu. Bon, je vais aller chercher moi-même. Je ne sais pas où il est.
tu le verras peut-être mieux que moi, Loïc. Non, bon, c'est pas grave. Vous allez sur le site et vous allez sur l'onglet cours et là vous avez la présentation de tous les cours. Non, attends, on va regarder après. Et vous avez la présentation de tous les cours. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, le prix. Alors le prix, c'est là où justement vous voyez, on va vous faire un cadeau. Normalement, la méthode coûte 250 € par cycle, ce qui est ridicule. Il faut savoir que, juste petite précision, c'est que la méthode est issue de 20 années en cabinet. C'est à la retranscription fidèle des cours tels que je les donnais en cabinet. Donc c'est une vraie formation, c'est un vrai accompagnement, vous allez voir, c'est très très complet dans les cours. Alors normalement, chaque cycle coûte 250 €, mais je vais vous avouer un truc, il n'y a personne qui paye ça. La plupart des gens payent 97 €, ce qui est déjà en soi franchement ridicule comme tarif. Parce que si vous allez ailleurs, la plupart des formateurs, j'ai regardé, c'est entre 400 et 500 €, un cycle équivalent, parfois même 1000 €. Donc vous voyez, c'est très correct. Mais ce soir, exceptionnellement, et jusqu'à demain soir, si vous mettez le code Bruno, vous allez avoir chaque cycle à 79 €. Si vous prenez les 3 cycles, vous aurez des bonus en plus, puisque vous allez avoir le CD du mois. Ce sont des extraits de séminaires qui ont été donnés en live, que vous recevrez tous les mois. Vous allez recevoir un séminaire entier en vidéo. Je crois qu'il y a 6 heures de vidéo, je ne sais plus exactement, sur la confiance en soi. Vous allez avoir des e-books, enfin bref, on vous bichonne. Juste petite précision, le code Bruno, vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois. Donc si vous voulez racheter les cours plus tard, vous ne pourrez plus réutiliser ce code. C'est fini, c'est juste une fois. Parce que bon, 79 €, c'est juste donné. D'ailleurs, petite information, parce que ça fait 13 ans qu'on fait les mêmes tarifs. Et le problème, c'est que les charges, elles continuent à augmenter. Donc nous, on va être un peu obligé d'augmenter les cours. Dans peu de temps, on va être obligé d'augmenter les cours. Donc ce ne sera plus ces tarifs. Donc si vous voulez vraiment en profiter, c'est le moment ou jamais. Parce qu'après, on va être obligé, on n'aura pas le choix. Parce que nous, les charges augmentent. Donc on est obligé ça sera un petit peu plus cher. On est obligé de réajuster. Donc voilà, je crois que j'ai dû vous dire à peu près tout ce qu'il faut savoir. Si vous avez besoin d'autres informations, je pense que vous trouverez tout ça. Loïc, normalement, vous a fait partir un email avec toutes les instructions, les liens et tout ça. Si vous voulez réécouter le replay, on va vous l'envoyer aussi. Si vous ne trouvez rien sur votre email, votre adresse email, regardez dans les spams parce que c'est jamais très très fiable. Donc regardez dans les spams, ça se trouve peut-être là. Voilà, je pense que j'ai dû tout vous dire. Hein. Oui. Voilà. Tu as parlé de l'application parce que comme je lisais, Oui, l'application, j'en ai parlé. Vous pourrez. Là, d'ailleurs, on aura bientôt. Là, on a une application qui est pas mal, mais on va faire encore mieux. Là, on est en train d'investir justement sur une nouvelle application. Là, bon, faut attendre, je pense, d'ici 6 mois. On est aussi en train de. Je suis en train de retravailler aussi les cours. Mais bon, vous aurez la mise à jour, vous inquiétez pas. Donc voilà. Et en attendant, on sera là pour vous parce qu'on répond à vos questions. Vous pouvez nous écrire par mail, on vous répond. Le téléphone, mais pas trop, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Juste aussi, on est obligé de limiter le nombre d'inscriptions. Donc jusqu'à demain soir, on ne pourra pas prendre trop de monde, parce que nous, il faut qu'on assure quand même le suivi. Donc si vous êtes trop nombreux, ça ne le fait pas. Donc voilà, donc ce sera limité, et le code Bruno s'arrêtera demain soir. Voilà. Et puis je voulais juste ajouter un merci aux personnes qui ont dit des jolies choses à mon égard sur le chat. Voilà. Elle fait un travail extraordinaire d'ailleurs, si vous venez dans un stage un jour, vous la rencontrerez. Elle fait un travail fantastique, elle a créé un programme aussi, on en parlera aussi, un programme destiné aux femmes mais c'est bien d'avoir fait la démarche avant parce que ça vous aidera, ça complète bien. Donc, mais en tout cas, je peux vous assurer, elle fait un travail fantastique. Elle a arrêté, elle faisait du coaching aussi, elle accompagnait les gens en coaching, mais bon, elle a arrêté parce qu'on ne peut pas tout faire, on a un peu de mal à suivre tout le monde. Allez sur son site, ça s'appelle Brin d'Herbe d'ailleurs, vous pouvez aller voir, elle fait plein de belles choses. Donc, tu peux le mettre dans le chat, hein, ton site. Oui, d'accord, merci. Voilà. Voilà, mais écoutez, je vous remercie. Vous avez des questions très intéressantes. J'espère qu'on aura le bonheur de se revoir, qu'on vous reverra dans un stage ou sur les cours. Et puis, suivez aussi les activités de Planète Altruisme. Vous verrez, on fait plein de belles choses avec des gens merveilleux. Si vous avez l'occasion de venir à la prochaine journée mondiale de l'altruisme, vous êtes cordialement invités parce que c'est un événement absolument fantastique où vous faites des rencontres avec des gens merveilleux. Vous pouvez les voir justement taper
tapez Journée mondiale de l'altruisme, vous verrez tous les reportages qui sont déjà dessus. C'est simplement fantastique. Voilà, on est là pour créer du bonheur, c'est notre objectif. Et si on peut vous donner un coup de main, eh bien on en est ravis. Voilà, merci beaucoup du fond du cœur. Et puis, Merci. il est peut-être temps de vous faire un cadeau. Et j'espère que vous allez vous en faire un beau. Passez une bonne soirée, à bientôt. À bientôt.